Bon, Renaud est là. La présentation est affichée. Eh bien, on peut démarrer. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Nous sommes une centaine de personnes inscrites de partout en France et même en dehors de la France. Je vous remercie d'être présents ce soir. Je me présente. Je m'appelle Raja Chiki, je suis directrice de l'innovation à l'ISEP. ISEP, une école d'ingénieurs qui forme des futurs ingénieurs dans le domaine du numérique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'informatique, réseau et autres. Et nous sommes situés à Paris et à Issy-les-Moulineaux. Je vous remercie d'être présent ce soir dans ce séminaire qui se déroule dans le cadre de la chaire commune entre l'Institut catholique de Paris et l'ISEP. Et cette chaire a pour thème citoyenneté et numérique et a pour objectif de réfléchir et d'agir pour que le numérique soit un outil au service de l'être humain. Les séminaires que nous abordons dans le cadre de cette chaire abordent plusieurs thématiques utiles pour tout citoyen, que ce soit la santé, l'éducation, l'agriculture ou l'environnement. Et le séminaire de ce soir s'intègre bien dans ces thématiques puisque nous allons évoquer le sujet de l'innovation numérique et son impact environnemental. Pour parler de ce sujet, nous avons la chance d'accueillir Renaud Pavlak. Renaud est ancien chercheur à l'INRIA, ancien professeur à l'ISEP, nous le connaissons très bien, et il est le fondateur de Synchio, qui est une start-up, et il est expert en ingénierie logicielle durable pour la société ID Capture et pour le groupe Constellation. Renaud est créateur d'un certain nombre de frameworks et langages, dont une plateforme qu'il a créée récemment, qui est une plateforme low-code qui s'appelle Daylight. Durant ce séminaire, Renaud va évoquer le contexte environnemental, légal, technologique et économique actuel de l'éco-conception, mais aussi les outils, les problématiques qui sont liées à la mise en place de la maîtrise des impacts avec un focus sur l'éco-conception logicielle. Bon, Renaud, avant de te donner la parole, j'aimerais bien préciser quelques sujets. Je vous demanderai, chers participants, d'arrêter vos caméras et micros. Vous avez la possibilité de poser des questions par chat. Je me chargerai ensuite de les lire tout au long du séminaire sur différentes parties qui seront abordées par Renaud. Vous pouvez également, bien sûr, prendre la parole par micro si vos questions nécessitent d'être précisées. Je vous remercie pour votre compréhension. Je vous souhaite un bon séminaire et je donne maintenant la parole à Renaud. Merci beaucoup, Raja. Très belle introduction. Vous m'entendez bien? Tu m'entends bien, Raja? Très bien, parfait. Super. Bienvenue et merci de vous connecter à cette heure tardive pour certains, j'imagine. Pour donc le séminaire qui va nous intéresser aujourd'hui, qui consiste à parler de la maîtrise de l'impact environnemental du numérique. Et en particulier, je vais me focaliser donc aujourd'hui sur les problématiques d'éco-conception logicielle. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner, disons, un overview le plus large possible sur ces problématiques-là, avec des aspects à la fois, disons, socio-économiques, les enjeux, et puis descendre sur la partie technique, y compris programmation, architecture, langage, etc. Voilà, donc j'espère que tout le monde trouvera matière aux informations qui l'intéressent. C'est un sujet très très vaste, donc j'ai vraiment pas du tout la prétention de tout couvrir non plus, en détail bien sûr. Donc je vous laisserai poser les questions s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Voilà, donc comme l'a dit Raja, voilà, je ne vais pas me représenter du coup, mais rapidement,
Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je travaille avec la société Constellation, le groupe Constellation, où on fait de la R&D sur la maîtrise de l'empreinte environnementale numérique pour les clients de Constellation. Voilà. Et j'ai 10 ans d'expérience, enfin j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le développement logiciel et 10 ans d'expérience dans la création d'un service, de services numériques pour l'industrie de la construction, qui est une industrie particulièrement complexe. Voilà. On va essayer de tenir dans 1 heure. Voilà, pour pas que ce soit trop contraignant au niveau des horaires. Donc le plan est le suivant. Donc d'abord, je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est intéressant de traiter la problématique de l'empreinte environnementale du numérique. Et puis j'introduirai l'éco-conception logicielle que je déclinerai du coup. Enfin, on va regarder 3 facettes techniques, on va dire, de l'éco-conception logicielle. D'abord l'efficacité énergétique, notion d'efficacité énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour les logiciels? Ensuite, on va s'intéresser à la complexité des logiciels et la maîtrise de cette complexité. Donc, la complexité étant un des gros facteurs d'impact des logiciels. Disons qu'on essaiera de parler de solutions, d'embryons de solutions, en parlant de l'importance de l'architecture des logiciels. Voilà. Et en conclusion, j'essaierai de donner quelques conseils pour construire des logiciels plus responsables et plus durables. Voilà. À la fin de chaque partie, je marquerai une pause et Raja me dira s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou même à prendre la parole par micro si vous voulez les poser directement. Voilà, donc on va commencer avec les motivations. Hein. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'empreinte environnementale du numérique? Alors aujourd'hui, le numérique, ça représente, disons seulement, entre guillemets, 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc seulement, si on veut, parce que ça correspond déjà, mine de rien, à l'équivalent des émissions de l'aviation civile, quoi. Donc c'est déjà significatif. On parle au niveau mondial. Hein. Et les projections sur 2025, ça sera que ça aura doublé et que ça va rejoindre, du coup, les voitures individuelles. Donc ça devient plus du tout l'épaisseur du trait au niveau des émissions du numérique. Et surtout, alors que tous les autres secteurs sont en train, disons, d'infléchir leur tendance d'émissions, voire commencer à les baisser pour atteindre les objectifs des accords de Paris, hein, qui est de diminuer significativement, diviser par 2 nos émissions d'ici 2030. Au contraire des autres secteurs, le numérique continue à augmenter de manière exponentielle. En particulier à cause, bien évidemment, de gros facteurs dans le numérique qui sont la big data, la blockchain, le machine learning, mais aussi de tout le reste, hein, et de nos techniques d'ingénierie logicielle qui ne sont absolument pas frugales actuellement. Donc on va y revenir pendant tout ce séminaire. Ensuite, l'autre sujet qui est intéressant dans le numérique, c'est qu'il a des impacts qui sont multisectoriels, ce qu'on appelle aussi des impacts de second ordre, et qui du coup entraînent en fait dans la société des changements de comportement, par exemple, liés au télétravail, ce genre de choses. Et donc c'est d'autant plus intéressant qu'on n'est pas du tout sur une étude monosectorielle, mais on est sur une étude qui peut devenir assez rapidement multisectorielle, et donc beaucoup plus globale. C'est d'ailleurs pour ça que c'est compliqué de faire de l'éco-conception dans son coin, il faut faire de l'éco-conception de manière globale. On reviendra. Alors, une petite parenthèse sur le cas français, qui n'intéresse pas plus que ça finalement, puisque ce qui est important, c'est surtout ce qui se passe à l'échelle planétaire. Hein.
Mais donc, la France est un cas un petit peu à part du fait de l'électricité nucléaire, vous n'êtes pas sans le savoir. Et donc, le numérique en France représente que 2% des impacts. Mais on estime qu'en 2040, ça sera déjà à 7% du fait de la progression exponentielle de la consommation d'énergie. En France et en Europe, on a un cadre légal qui est en train de se mettre en place. En France, c'est la loi RIN, qui prévoit de créer des référentiels, de faire de la formation, de faire de la lutte contre l'obsolescence programmée. Hein. Donc, par exemple, le droit à l'utilisateur d'installer des logiciels qui ne sont pas prévus par les constructeurs, le droit à l'utilisateur de faire de la réparation de ces devices, de ces mobiles, par exemple. La loi prévoit aussi la promotion d'équipements moins énergivores, typiquement data center et réseau, et équipements réseau, de favoriser des usages numériques vertueux, et enfin, il y a tout un volet de stratégie d'aménagement du territoire. Donc ça veut dire que d'un point de vue cadre légal, c'est en train de se mettre en place, et les entreprises vont devoir se conformer à une certaine réglementation dans les années qui viennent. Il y a déjà une obligation de faire des bilans carbone. Il y aura de plus en plus d'obligations qui seront mises en place, d'où aussi l'intérêt de s'intéresser dès maintenant aux impacts du numérique quand on est une entreprise qui a un impact via le logiciel et le numérique. Voilà, donc maintenant j'aimerais juste souligner que c'est un sujet compliqué, et je pense qu'à la fin normalement de la présentation, vous aurez une vision assez claire du fait que c'est très compliqué, ce qui est un peu paradoxal, mais donc c'est un secteur qui pourrait être paradoxe. Donc, quand on parle d'impact, on ne peut pas se cantonner à un seul secteur. Et on ne peut pas se cantonner à un seul type d'effet. Donc, les premiers types d'effets qu'on peut recenser, ce sont les effets de premier ordre, qui sont les effets directs, qui sont assez simples. Par exemple, des effets de substitution. Par exemple, quand on utilise un iPhone, la plupart du temps, on n'a plus besoin d'acheter un appareil photo, on n'a même plus besoin d'acheter une montre. Donc les iPhones vont remplacer en fait un certain nombre d'appareils qui va faire en sorte que l'impact de ces appareils-là va tout simplement disparaître en fait. Donc c'est ce qu'on appelle les effets de substitution et de premier ordre. C'est des effets directs, c'est assez évident. Maintenant, il y a des impacts de second ordre qui sont beaucoup plus compliqués et qu'on peut aussi appeler les effets conséquentiels, qui sont les conséquences de l'introduction d'un équipement numérique, par exemple. Et dans ces effets conséquentiels, on peut noter les effets qu'on appelle de passage à l'échelle. Alors, les effets de passage à l'échelle, c'est en fait finalement formalisé par un économiste qui s'appelle Theodore Wright. Et Theodore Wright, il a formalisé le fait que quand on multiplie la production d'un produit par 2, en termes de volume, on décroît le coût unitaire de production d'un pourcentage qui est fixe. Donc ça veut dire que plus on produit de volume, plus on augmente la marge. En fait. Voilà. Donc ça, ce sont les effets de passage à l'échelle, et c'est un petit peu ce qui nourrit la globalisation, la mondialisation et la croissance, la logique basée sur la croissance et le volume. Et donc, on a un peu la même logique en logiciel. Plus on a d'utilisateurs, mieux c'est. Et plus on peut faire des effets de passage à l'échelle, on en reparlera tout à l'heure, d'économie d'échelle, en fait. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Et puis, il y a d'autres types d'effets de second ordre, comme les effets rebond. Alors, l'effet rebond, je pense que tout le monde a maintenant entendu parler de l'effet rebond. C'est un effet qui a été formalisé par un autre économiste anglais qui s'appelle Jevons,
qui a découvert qui a formalisé le fait que quand on construisait des machines qui consommaient moins d'énergie, eh ben, on allait avoir un effet qu'on appelle aussi l'effet de compensation, hein, qui fait qu'il va être plus utilisé. Et donc, au final, on va utiliser encore plus d'énergie. Donc ça, il avait démontré ça à l'époque de l'utilisation des machines qui tournaient au charbon. Et en construisant des machines plus efficaces qui consommaient moins de charbon, on s'est rendu compte qu'au final, on utilisait encore plus de charbon parce qu'on utilisait encore plus ces machines-là. Voilà. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'autant plus compliqué que les impacts de second ordre sont rarement cantonnés à un secteur. Donc, il y a une sorte de loi universelle, hein, d'action-réaction, on va dire. C'est-à-dire que quand on essaye disons, d'appuyer à un endroit, l'univers nous répond en disant bah, non, ça ne marche pas, il y a une réaction de l'autre côté. Donc, par exemple, alors ça peut être des réactions positives, hein, mais ça peut être aussi des réactions négatives. Donc typiquement, on sait tous qu'un service de e-commerce, comme Amazon par exemple, va avoir des effets sur de multiples secteurs, le secteur du recyclage, de l'emballage, du transport, de la construction, etc. Le télétravail aura des impacts évidemment sur les transports, sur la construction de nouveaux bâtiments, donc sur l'énergie aussi, puisqu'il va falloir se chauffer à la maison et pas dans les bureaux, etc. Donc tout ça pour dire que ce sont des effets compliqués. Donc ce slide-là, c'est pour préciser un petit peu ce que c'est que l'effet rebond, enfin, la définition initiale par Jevons. Voilà, on peut donner des exemples assez classiques qu'on va retrouver dans la littérature, hein. Je vous mets les références en bas des slides. Un exemple assez classique, c'est les écrans LCD, hein. Un écran LCD, c'est super parce que ça consomme beaucoup moins d'énergie qu'un écran cathodique. Le problème, c'est que maintenant, du coup, bah, les gens achètent des écrans de plus en plus grands. Et donc, c'est un cas d'école d'effet rebond. Alors, des exemples moins connus, c'est sur l'isolation des maisons. Moins connus en France, apparemment, parce que en France, on continue à isoler les maisons en pensant que ça va réduire la consommation d'énergie. En fait, ce qui a été montré en Angleterre, en Allemagne, c'est que c'est pas vrai, en fait. Quand on isole les maisons, les gens, en fait, se baladent en t-shirt, voire en tenue d'Ève ou d'Adam, mais ils chauffent pas moins les maisons. Voilà, donc ça a été montré par les études qui ont été faites. Je vous ai mis la référence en bas à droite. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est très compliqué. Et je vous ai fait un petit résumé là sur ce qu'on peut appeler des effets contradictoires ou indésirables, des effets paradoxaux. Il y a un certain nombre d'effets qui ont des impacts positifs du coup, sur la consommation d'énergie, typiquement par exemple, et des effets qui ont des impacts négatifs que j'ai mis à droite. Donc dans les impacts positifs, on peut parler des économies d'échelle, par exemple, qui vont permettre de mutualiser un certain nombre par exemple, d'infrastructures, qui vont faire en sorte que notre impact environnemental sera diminué. Mais de l'autre côté, bah, l'effet négatif de tout ça, c'est que ça incite les gens à créer en fait des modèles économiques qui sont basés sur la croissance et l'augmentation de la consommation. Donc ça incite les industriels, forcément, à renouveler en fait l'acte d'achat le plus rapidement possible, et donc de faire de l'obsolescence programmée, par exemple. Le fait de faire des économies d'échelle aussi incite aussi les industriels à faire de la délocalisation, donc de globaliser un certain nombre de choses. Du coup, ça induit des coûts de transport. On sait les effets désastreux qu'ont sur l'environnement les énormes conteneurs qui se baladent de la Chine aux États-Unis sans arrêt. Voilà, donc
du côté positif, ben, on peut améliorer l'efficacité des machines, par exemple, ce qui va entraîner des effets rebonds, comme je viens de l'expliquer. Côté positif, la mutualisation des services et la miniaturisation. Donc, par exemple, tout mettre dans un iPhone, ça a un côté positif, puisque on peut se dire que si on miniaturise et qu'on mutualise, ben, on va remplacer un certain nombre de choses, donc en particulier les appareils photo, les montres, etc. Et puis, on va utiliser moins de matières premières, puisqu'on miniaturise. Mais malheureusement, l'effet pervers de ça, l'effet contradictoire ou paradoxal, c'est que ben, ça va entraîner une complexification du système, et donc on va devoir faire des versions plus souvent. Par exemple, pour upgrader la caméra, parce que les gens veulent une caméra avec une plus haute définition. Et puis, ça va coûter plus cher à fabriquer, parce qu'il va falloir des chambres blanches extrêmement complexes à mettre en place, extrêmement énergivores. Sans parler des difficultés à réparer un matériel plus miniature. Ah. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a le revers de la médaille. Et enfin, dernière chose, tout ce qui est législatif, normes, interdictions, obligations, etc., ça aussi a des effets négatifs, même si la législation part d'une bonne intention, par exemple sur la GDPR, ça peut avoir des effets négatifs. Voilà, je ne sais pas si à ce stade-là, on a déjà des questions. Raja, je ne sais pas, j'ai pas en fait sous les yeux. Non, il n'y avait pas de questions précises, si ce n'est une petite remarque de Dominique Girardot. Je pense qu'il réagissait sur ce que tu présentais. Donc, seulement modérateur de la baisse de consommation due au gain d'efficacité, mais je ne sais pas à quel moment il a écrit ce message. Donc, Dominique, si vous pouvez prendre votre micro pour poser directement votre question, s'il vous plaît. Oui, c'est que l'effet rebond, effectivement, il peut jouer dans le sens d'annuler tout ou partie du gain dû à l'efficacité énergétique, l'efficacité. Par exemple, dans le domaine du chauffage, je crois qu'on considère quand même que quand on isole, il y a effectivement une bonne moitié du gain, du gain dû à l'isolation qui est perdu du fait qu'on se chauffe plus, que vous disiez tout à l'heure, on met la température de consigne plus haut. Je ne crois pas dans ce domaine que ça annule forcément tout le gain énergétique, mais ça en annule une bonne partie, et peut-être que dans certains cas, effectivement, le rebond est tel que ça aboutit à plus de consommation. Oui, en fait, ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement compliqué d'avoir une vision claire de ces aspects-là, parce qu'il faut vraiment faire une étude globale. On ne peut pas se cantonner à uniquement regarder de manière individuelle comment ça se passe. Il peut y avoir d'ailleurs, du fait que les maisons sont mieux chauffées, justement, un attrait pour travailler plus à la maison, par exemple. Ça va avoir des effets secondaires, conséquentiels en fait, qui peuvent justement jouer dans la balance aussi. Mais oui, je suis d'accord avec vous en tout cas. Il y a des cas où ça va être très négatif, et des cas où ça va l'être moyennement. Merci. Il y a une question. En quoi la GDPR peut entraîner des effets négatifs? Alors, on va en parler plus précisément, hein, mais la GDPR peut entraîner des effets négatifs. On ne les connaît pas encore bien, mais typiquement, ça va induire de la complexité dans les logiciels, parce qu'il va falloir tracer beaucoup mieux en fait la, la data. De même, les demandes de GDPR nécessitent, enfin les demandes GDPR, c'est-à-dire quand une personne veut avoir accès à sa donnée ou veut qu'on supprime sa donnée, enfin il y a plein de types de demandes GDPR, fait qu'il va falloir qu'on trace et qu'on historise tout ce qui s'est passé par obligation légale, et puis aussi parce qu'il peut y avoir des actions en justice qui découlent de tout ça. Et donc forcément, tout ça va nécessiter de l'archivage, du stockage sécurisé en plus, crypté dans des chambres fortes, des coffres-forts électroniques. Et donc forcément, rien que le fait de devoir faire tout ça va
va avoir un impact négatif. L'impact positif, par contre, c'est que comme on va supprimer des données personnelles régulièrement, justement, on va gagner en stockage et en archivage. Donc après, voilà, c'est la balance finale globale d'une mesure qui est globale ne peut s'estimer que de manière globale. C'est pas parce que ça va être positif pour une entreprise que de manière globale, c'est positif. Et ça, bien malin de savoir, enfin d'être capable de mesurer ça de manière globale à l'instant T. Il faut avoir un peu de recul. Il n'y a plus d'autres questions sur cette première partie. Il y a juste Dylan qui nous informe que la CNIL est en train de travailler sur la relation RGPD et empreinte environnementale. Yes. Et ben voilà. Voilà un bon sujet, il me semble. Bon. Ok, on passe du coup à l'éco-conception logicielle pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc je vais essayer vraiment de... Je pars très global et puis je vais être de plus en plus précis sur le logiciel, sachant que c'est mon domaine, hein, le logiciel. Donc là, je vous ai fait une introduction qui vaut ce qu'elle vaut. Et il y a plein d'autres personnes qui sont capables probablement de donner beaucoup plus d'éléments intéressants de manière générale. Donc, plus on va se focaliser sur le logiciel et les détails, plus ce sera mon domaine. Voilà. Donc, on va commencer par une définition générale de l'éco-conception pour essayer de se fixer en fait un cadre dans l'éco-conception logicielle. Donc, là, j'ai pris cette définition de l'ADEME. C'est une définition, il y en existe d'autres. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une démarche de conception où on va prendre en compte l'environnement. Voilà, donc on va prendre en compte l'environnement dans la phase de conception. On va essayer en fait de réduire les impacts négatifs sur l'environnement tout en conservant la qualité d'usage. Donc si on applique ça au logiciel, ça veut dire grosso modo que on voudrait que notre logiciel il soit moins consommateur de ressources, puisque au final c'est la consommation de ressources qui impacte l'environnement, tout en conservant une certaine, les mêmes fonctionnalités, avec la même rapidité, la même qualité, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment la définition générique, on va dire. À noter que là, je parle surtout d'éco-conception, mais si on parle du numérique responsable, il faut aussi prendre en compte des aspects bénéfiques sur la société, la santé, la qualité de vie, l'éthique, etc. On parle par exemple beaucoup d'intelligence artificielle éthique ces derniers temps. Ça fait partie aussi, quelque part, du numérique responsable. Par contre, de l'éco-conception, je ne suis pas sûr. Donc, quels sont les enjeux de l'éco-conception logicielle? Alors, à droite, en fait, je vous ai mis un tableau qui est tiré d'un rapport Green IT, en fait, où on voit finalement que une grosse partie des impacts sont liés à la fabrication, déjà. Ça, c'est le tableau du bas, hein. Et puis, l'utilisation de l'énergie. Alors, il s'agit des impacts en France. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, de toute façon, sont un peu faussées, hein, dans le sens où on est sur une énergie de l'électricité assez décarbonée. Par contre, la consommation énergétique, elle, est représentative de l'impact environnemental. Donc voilà, ça nous amène à dire finalement à constater que si on veut faire quelque chose pour l'environnement d'un point de vue logiciel, ça va être d'abord de travailler sur le logiciel pour essayer de minimiser les effets d'obsolescence, obsolescence du matériel, hein. Or, le logiciel, il est en début de chaîne, il utilise du matériel pour tourner. Donc, si on a besoin de matériel plus puissant pour faire tourner la version suivante de logiciel, on travaille pour plus d'obsolescence. Donc, il faut essayer de favoriser la durabilité du matériel en faisant du logiciel qui consomme moins de ressources. C'est à peu près évident. Voilà, et donc la consommation énergétique
va être aussi un facteur très important d'impact direct, en fait, hein, parce que plus on a besoin d'énergie, plus on émet de manière générale du gaz à effet de serre. Mais il n'y a pas que les gaz à effet de serre qui sont problématiques. Plus on consomme d'énergie, plus on a besoin de matériel puissant, et donc plus on a besoin de fabriquer, etc., etc. Donc tout ça, c'est des effets de domino, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour rappeler que le logiciel, donc, il est en début de chaîne et il utilise du hardware qui eux-mêmes utilisent des ressources naturelles, quoi. Donc ça veut dire que le logiciel est en haut de chaîne et donc le software engineer, celui qui conçoit le logiciel, a une responsabilité à faire attention et à pas gâcher en fait les ressources pour justement en bout de chaîne les ressources naturelles soient économisées. Le problème, c'est que on a un monsieur qui a formalisé une loi qui s'appelle maintenant la loi de Wirtz, pas confondre avec la loi de Wright, pas du tout pareil, et qui dit en fait, grosso modo, que on est capable, avec la loi de Moore, d'accélérer la vitesse des ordinateurs, mais en fait, le logiciel est capable de ralentir encore plus rapidement. Voilà. Donc c'est ça qui dit. À droite en bas, vous voyez par exemple la courbe d'évolution des ressources CPU et mémoire de la suite du pack Office Microsoft. Hein. Vous voyez, entre 1998 et 2019. Ça, c'est tiré de Green IT. Et vous voyez que c'est une progression à peu près exponentielle. Hein. Donc ça veut dire qu'on est vraiment capable assez facilement d'augmenter nos besoins en ressources encore plus rapidement que l'augmentation des vitesses du hardware. Donc c'est à la fois pas bien, mais à la fois ça nous donne des leviers importants, parce qu'on peut se dire que on a construit des logiciels jusqu'à maintenant sans se poser la question de l'économie de ressources, et que si on réussit à changer les mentalités ou la manière de construire les logiciels, eh ben on aura la possibilité de réduire drastiquement l'utilisation des ressources. Alors je voudrais donner quelques exemples du coup positifs de ce genre en fait d'approche qui consiste à faire attention aux ressources, on va dire, ou à mettre en place une logique d'éco-conception. Par exemple, quand Microsoft a mis en place son moteur de recherche Bing, en étudiant en fait l'usage de ce moteur, ils se sont rendus compte que la plupart des personnes ne regardaient que 20% des premiers liens retournés. Et en exploitant cette statistique d'usage, chaque logiciel, chaque service a toujours une statistique d'usage bien particulière, bien, ils ont été capables de faire des optimisations qui ont permis de réduire l'impact environnemental des serveurs de manière extrêmement significative, de 80%. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est pas du tout étonnant quand on fait du logiciel de voir qu'en faisant la bonne optimisation, on peut diviser par 2, par 3, voire par 100 l'utilisation en ressources d'un logiciel. Donc ça, c'est un exemple sur l'optimisation en fonction des usages. On peut aussi optimiser en segmentant les données en fonction des usages aussi, hein, mais en segmentant les données. Donc, par exemple, la Deutsche Bahn a montré qu'en segmentant en fait les données nécessaires à la réservation d'un horaire de train, c'est-à-dire en extrayant de la base de données uniquement les données utiles, il divisait par carrément 1350 la quantité de ressources informatiques nécessaires. Parce que dans la version naïve, entre guillemets, en fait, on traînait tout un tas de données qui étaient inutiles, qui étaient liées à des aspects commerciaux, par exemple de l'utilisateur, du profil utilisateur, qui n'étaient pas utiles pour faire la réservation d'un train. Voilà.
Donc, focus data. Ensuite, dernier exemple hyper intéressant aussi, c'est l'optimisation de Facebook en 2010. Donc en 2010, Facebook a créé en fait un compilateur de PHP qui était donc le langage utilisé majoritairement pour la création du site Facebook, du réseau social, quoi. Et a créé en fait un compilateur qui permettait de transpiler le code PHP en code C++, ce qui a permis de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre de Facebook. Et donc d'économiser la construction d'un data center entier, c'est-à-dire 100 millions de dollars, apparemment, d'après ce que Facebook avait dit à l'époque. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des effets de levier qui sont hyper intéressants si on prend le temps. Alors là, sur le dernier exemple, c'est intéressant parce que je pense qu'on est sur un effet aussi d'économie d'échelle. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même aussi investir dans la création de ce compilateur pour réussir cette optimisation. Et donc quelqu'un qui n'aurait pas été Facebook et qui n'aurait pas eu les moyens et l'échelle, enfin le volume suffisant, n'aurait probablement pas pu faire cette optimisation. Voilà, et donc, comme pour les impacts, on va dire, environnementaux classiques, en conception logicielle, on a un petit peu la même chose. On a des impacts positifs et puis des impacts paradoxaux négatifs. Alors, j'ai essayé de faire un petit résumé ici. Hein, c'est probablement qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, mais un impact positif là qu'on peut voir en logiciel, c'est la mutualisation, par exemple, sur des serveurs communs d'un certain nombre de choses. Par exemple, dans une base de données, mutualiser différents sites, mutualiser des serveurs, mutualiser des infrastructures. Donc ça c'est un impact positif. Mais le revers de la médaille, c'est que quand on mutualise, on va en fait complexifier un certain nombre de choses. Et on va rentrer dans une logique qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le fatware. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des gros logiciels, et je vais montrer après, je vais parler du fait que la complexification est assez exponentielle. Il va avoir des impacts assez catastrophiques si on ne fait pas quelque chose. Donc la mutualisation, voilà, c'est l'effet pervers de la médaille. Deuxième chose qui est positive, en général, c'est la segmentation des données et la segmentation des services, j'en ai parlé. Donc la possibilité d'architecturer le logiciel différemment. Alors typiquement via des microservices par exemple. Et là c'est pareil, on a une complexification mais qui est plutôt technique cette fois-ci, c'est-à-dire une difficulté d'aller assembler après ces microservices et qui peut coûter cher. Et en particulier quand on fait des microservices, on doit mettre en place un ensemble de pipelines, ce qu'on appelle la CI/CD, hein, Continuous Integration, Continuous Deployment, pour automatiser le fait que on a cassé le logiciel en plein de sous-services et qu'il faut à un moment le regrouper pour donner le service final. Et donc ça induit de la complexité et donc forcément de la consommation énergétique. En particulier, l'impact de la CI/CD me semble totalement sous-évalué actuellement et ça serait super intéressant d'avoir une étude très sérieuse là-dessus. Parce qu'un pipeline de CI/CD, il est redéclenché à chaque fois qu'un développeur change une virgule. Hein, donc il peut être redéclenché des dizaines, voire des centaines ou des milliers de fois par jour pour les gros logiciels, pour déployer en fait des environnements de tests, de recettes, pour aller retester de manière automatique. Tout ça sur des systèmes virtualisés, donc qui en plus induisent une consommation supplémentaire, hein, quelquefois. Ça dépend toujours comment c'est fait. Et du coup, bien sûr, ça coûte cher en énergie. Voilà, après, suivant la manière dont on les utilise, les méthodologies, alors je vais parler peut-être du domain-driven design,
l'agilité, tout ça, ça permet de gagner, de faire de l'économie en général de ressources, mais ça implique qu'il y a de plus en plus de frameworks qui sont de plus en plus complexes. Il va falloir, du fait de l'agilité, faire de plus en plus de versions, ce qui va entraîner de l'obsolescence, ce qui va entraîner ce qu'on appelle le Hype-Oriented Software Engineering, c'est-à-dire le changement en fait, de framework plus rapide. Et tout ça a forcément un impact négatif. Voilà. Donc pareil, on va retrouver, quand on fait de l'optimisation logicielle et de la modernisation logicielle, donc on va avoir aussi des effets rebonds, c'est-à-dire que si notre logiciel est plus rapide et plus efficace, les gens vont plus l'utiliser, ce qui va compenser du coup ces optimisations. Alors, quelque chose de très classique, ce qui est un petit peu donné au numérique son essor, le discours officiel, c'est un petit peu dire bah, ça dématérialise, donc on sauve des arbres, on va dire, quoi, voilà. Mais évidemment, il y a les effets pervers qui peuvent être des effets de rematérialisation, donc qui peuvent être un peu incontrôlés si on n'a pas une vision d'ensemble du système. Donc des impressions 3D, voilà, des choses qu'on doit rematérialiser. Le stockage, bien sûr, et l'archivage, qui coûte cher en énergie aussi et en ressources. Et puis enfin, la sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier que comme c'est dématérialisé quelque part sur le réseau, ben, enfin, il va falloir sécuriser toutes ces données. Et ça aussi, ça coûte cher. Par exemple, la redondance de data pour éviter de les perdre en cas de faille du data center, par exemple, coûte extrêmement cher en ressources. Et puis on a déjà parlé de la GDPR, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres questions, Raja? Oui. Ouais. Oui, il y a quelques questions. Il y a une réaction, en fait, quand tu avais présenté, je pense, les exemples, c'est ou une recommandation, est-ce qu'il faut utiliser plus des langages compilés? Alors, j'ai tout un slide sur les langages. Est-ce qu'il faut utiliser plus les langages compilés? En fait, ça dépend des cas. C'est une réponse de Normand. Mais globalement, oui, bien sûr. Il coûte beaucoup moins cher en énergie. On va voir ça tout à l'heure. Le C, par exemple, est le langage de référence, parce que c'est celui qui consomme le moins en général. Et le Python, par exemple, qui n'est pas un langage compilé, coûte à peu près 70 fois plus cher hein, que le C. Donc oui, sauf que, bien entendu, on ne fait pas la même chose avec les deux langages. Hein. On ne va pas pouvoir créer les mêmes programmes et les mêmes fonctionnalités. Donc c'est au cas par cas et c'est en fonction des usages. Voilà. Très bien. Une autre question, les logiciels utilisant un business model basé sur la publicité, l'utilisation intensive des réseaux sociaux sont des menaces à l'écologie. Est-ce que ce sont des menaces à l'écologie? Alors, j'y viendrai aussi, mais complètement. En fait, les réseaux sociaux, ils introduisent un modèle basé sur la croissance, qui est totalement compréhensible du fait qu'ils font des économies d'échelle, selon la loi de Wright. Hein. Mais en fait, ils introduisent ce que j'appelle l'obsolescence programmée de l'information. De la même manière que les grosses sociétés mondiales ont introduit l'obsolescence programmée du matériel, enfin des biens, des produits, qui est reconnu comme étant nuisible à l'environnement, hein, eh bien les réseaux sociaux, eux, rendent l'information obsolète rapidement pour que les gens se reconnectent sur le réseau social pour aller chercher l'information qui d'ailleurs est republiée régulièrement sous à peu près la même forme, parce que le réseau n'a pas de mémoire. Quoi. Et donc oui, pour moi, on est sur une démarche
qui est de l'ordre, enfin qui est du même ordre que l'obsolescence programmée et qui est très néfaste pour l'environnement. Merci. Alors, je vais juste... en fait, il y a plus de questions, si ce n'est plutôt une remarque. Hein. Les langages interprétés permettent seulement en plus la métaprogrammation et la réflexivité, ce qui est le plus souvent une mauvaise idée. Alors, oui. Oui, je réagis ou pas? Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est pas obligatoire parce que effectivement, c'est le plus souvent une mauvaise idée. Ça dépend un petit peu. Moi, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire. Et puis si on est en phase d'expérimentation ou voilà. Mais moi personnellement, j'utilise beaucoup la métaprogrammation. Et la métaprogrammation peut avoir, surtout si d'ailleurs si elle est faite à la compilation, peut avoir justement des applications dans la, comment dire, dans la gestion de l'énergie. Et par exemple, les nouveaux langages beaucoup se basent sur un nouveau type de compilateur qui s'appelle LLVM et qui, du coup, permet justement de faire de la métaprogrammation à l'intérieur même du processus de compilation et d'implémenter ce qu'on appelle la transparence énergétique, c'est-à-dire la possibilité d'un langage de faire remonter des informations d'énergie au programme pour que le programme, enfin le programme lui-même, le langage lui-même, s'auto-optimise, faire de l'auto-optimisation. Donc, il faut aussi prendre en compte ça, et je pense qu'il faut surtout pas jeter la métaprogrammation et la réflexivité, en tout cas à la compilation. Voilà. Merci. Il y a plusieurs questions en fait sur l'accès aux slides. Je pense qu'ils seront mis en ligne sur le site de ton entreprise Cincheo. C'est bien ça, Renaud? Oui, tout à fait. Tu pourras envoyer le lien à tout le monde, j'imagine, après. Oui, je pourrais les envoyer à travers Eventbrite, le site par lequel les participants ont pu s'inscrire. Ok, donc je te laisse continuer. Et je profite juste tant que j'ai la parole. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, arrêter vos micros et caméras pour ceux qui ont la caméra en tout cas allumée? Pour des raisons environnementales, évidemment. Et je te laisse continuer. Okay. Donc, je vais parler maintenant d'efficacité énergétique, toujours pour le logiciel. Hein. D'abord, globalement, bien comprendre la différence entre la performance et l'efficacité. Hein. La performance, ça consiste à faire très vite quelque chose. L'efficacité, ça consiste à faire les choses bien, les meilleures choses d'abord, en fait, grosso modo. Donc, par exemple, si je suis capable de répondre à 100 emails par jour, ben, c'est super, ça veut dire que je suis super rapide. Par contre, à mettre en balance avec être capable de répondre juste à 2 emails qui vont me faire gagner quelque chose de très intéressant. Donc, et éventuellement de me faire gagner du temps pour que je puisse travailler sur d'autres choses encore plus intéressantes. Donc finalement, l'efficacité, contrairement à la performance pure, parce que souvent les informaticiens ont tendance à considérer que la performance, c'est le Graal, hein, l'efficacité, elle n'est pas forcément liée uniquement à la performance, voire même pas forcément du tout, et elle est liée, en tout cas, en plus, à un critère d'utilité. Donc pour faire de la conception éco-responsable, il faut prendre en compte 2 facteurs, la consommation en énergie et l'utilité du service rendu, du service qu'on est en train d'éco-concevoir. Voilà. Et c'est la définition de l'efficacité énergétique. Alors, une définition, puisque je pense qu'il y a plusieurs définitions. Donc la notion d'utilité, elle est extrêmement complexe parce qu'elle est systémique, globale, et elle est relative. On peut très bien se dire qu'on est suffisamment utile, mais par rapport à une autre approche qui par exemple, attaquerait le problème sous un angle un petit peu différent, eh ben, on est moins utile ou plus utile de manière relative à cette autre approche.
Donc, il faut faire une analyse transverse de l'écosystème avec une logique multicritère, évaluer les impacts croisés, anticiper les effets rebonds, etc., pour avoir vraiment une vision claire de l'utilité. Si, d'ailleurs, on peut arriver à une vision claire à chaque fois. C'est pas toujours le cas. Voilà. Et donc, l'utilité peut-être et doit être, à mon avis, associée aussi à la qualité, à la durabilité, même à la confiance que les utilisateurs peuvent avoir par rapport à un service. Voilà. Donc, d'un point de vue purement méthodologique, on va dire, l'utilité, on peut la matérialiser dans le cahier des charges d'un logiciel sous forme de contraintes de qualité de service, par exemple, pour dire, par exemple, voilà, moi je considère que en dessous d'un certain temps de réponse, mon service, donc ça c'est une contrainte de qualité de service, je considère que mon service n'est plus utile parce que je n'ai plus les moyens de faire mon travail de manière correcte, quoi, par exemple. Donc tout ça, en fait, à mon avis, nécessite une approche itérative parce que c'est impossible à l'avance de savoir quels vont être les impacts croisés, quels vont être les effets rebonds. Donc on ne peut pas dire évidemment qu'on a une vision très claire au moment où on fait le système. Et donc c'est avec le retour terrain et le retour d'expérience qu'on va être capable d'itérer et d'avoir finalement de tendre vers la zone optimale de sobriété numérique qu'on attend pour un logiciel. Donc voilà, je vous ai résumé cette démarche itérative dans ce slide-là. Donc on a une zone en bas à gauche où on n'est pas très utile et on n'est pas très efficace, donc il faut absolument faire quelque chose. Il faut se poser la question. Alors on peut se poser deux questions, l'une après l'autre ou en parallèle. C'est d'abord comment est-ce qu'on améliore la performance? Est-ce que c'est possible? Si oui, comment? Et puis l'autre question, c'est comment est-ce qu'on améliore l'utilité? Et en améliorant soit l'une, soit l'autre, eh ben, on va tendre vers la sobriété numérique. Et puis après, on va itérer en essayant de le faire service par service, et puis globalement, en regardant globalement le système, est-ce qu'il n'y a pas des services qui nécessitent d'être traités avant d'autres, parce qu'ils sont plus importants, parce qu'ils consomment plus, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment cette démarche itérative qu'il faut adopter quand on veut faire du logiciel dans le cadre du numérique responsable. Alors, pour illustrer un petit peu l'efficacité énergétique, je vous ai pris un exemple qui vient en fait d'une étude faite par des chercheurs allemands. Voilà, je vous ai mis la référence en bas à droite. C'est un serveur de génération de rapports. Donc, c'est un serveur qui génère des rapports à partir de données, donc il génère des PDF qu'il envoie aux utilisateurs. Et donc, il y a une contrainte de qualité de service qui du coup est exprimée par le cahier des charges et qui dit chaque rapport doit être généré en moins d'une seconde parce que sinon on considère que l'utilisateur n'est pas content. Voilà. Bon, c'est complètement subjectif du coup, hein, on s'en rend bien compte, hein. Et ça doit être challengé évidemment. Et donc les chercheurs allemands ont fait une étude sur un serveur qui génère des rapports entre 15 utilisateurs simultanés et 25 utilisateurs simultanés. Et le résultat, c'est qu'avec 25 utilisateurs, on est 25% plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on utilise mieux, on mutualise mieux en fait les ressources du serveur et on sait qu'un serveur à vide consomme de l'énergie. Et donc on a intérêt à l'utiliser au maximum pour optimiser en fait l'efficacité énergétique. Voilà, et on voit en bas à droite, avec 25 utilisateurs, effectivement, on est un peu plus lent, forcément, mais on est resté en dessous, on est à 0,8 secondes, hein, alors que par rapport, alors qu'avec 15 utilisateurs, on est à 0,5 secondes par rapport, mais on est resté dans la contrainte de QoS fixée par le cahier des charges.
Donc voilà typiquement le genre de démarche qu'on peut avoir pour éco-concevoir du service numérique, donc avec cette notion d'efficacité énergétique. Alors, une petite parenthèse pour dire comment est-ce qu'on mesure l'énergie utilisée, hein. Ça, c'est très, très technique, mais c'est aussi assez compliqué. Mais grosso modo, on a la solution la plus simple, hein, c'est de mettre un wattmètre sur le serveur qui va consommer exactement l'énergie utilisée. Et si on n'a pas la possibilité de faire ça, eh bien, on peut tout à fait utiliser des sondes logicielles. En général, il y a une corrélation très forte entre l'utilisation CPU et l'énergie consommée. Chez Cincheo, là, qui est ma société, j'ai développé un prototype hein, qui s'appelle MC2 hein, et que vous voyez à droite là, qui utilise un logiciel qui est très connu qui s'appelle Top, qui donne en fait les ressources utilisées sur un serveur par exemple, et donc qui permet de visualiser ces ressources-là. Mais après, il y a d'autres services en ligne, hein, comme Cloud Carbon Footprint, hein, qui permettent de faire ça. Une société qui s'appelle Green Metrics, c'est une start-up française hein, qui fait des choses intéressantes dans ce domaine-là aussi. Voilà, et donc il ne faut pas oublier que mesurer en fait l'énergie consommée par un serveur, en soi, dans l'absolu, c'est pas représentatif, ça sert pas à grand chose. Ce qu'il faut, c'est la mettre en relation avec le service effectué pendant le temps de la mesure. Donc si pendant le temps de la mesure, on a généré 10 rapports, c'est pas pareil que si on en a généré 20. Donc bien sûr, donc il faut avoir une double mesure. D'une part, la mesure de l'énergie d'un côté, d'autre part, la mesure du service rendu. Et donc pour ça, il y a pas mal de possibilités. On peut utiliser des journaux système d'outils de gestion de log, par exemple Greylog, des outils de monitoring type Zabbix, et on peut aussi instrumenter les programmes pour en plus améliorer la granularité des mesures, potentiellement rentrer carrément dans les fonctions du programme pour essayer de voir en fait telle ou telle fonction ce qu'elles font exactement pendant la mesure. Donc évidemment, tout ça, c'est très compliqué parce que un serveur, il exécute tout un tas de choses en même temps. Et être capable, en fait, de démêler ce qui a consommé de l'énergie et ce qui en a moins consommé, ce sont des sujets de recherche. Il y a des chercheurs qui travaillent sur ce qu'on appelle l'analyse de spectre des programmes et qui permettent du coup, avec des approches assez statistiques et matricielles intéressantes, d'être capable de dire bah, tel élément du programme, il a consommé plus qu'un autre sur un ensemble de traces d'exécution. Voilà, pour la partie efficacité énergétique. Je me rends compte que je suis un peu en retard par rapport au planning, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Alors oui, il y a une question, en fait, c'était au moment où tu as parlé de performance vs efficacité, donc Dominique parle d'efficience. Oui. Et donc, il y a Dylan qui donne une petite définition de l'efficience qui représente en fait la capacité à remplir un objectif avec un minimum de ressources employées. Oui. Est-ce que tu veux réagir à cela ou Je pense que ça rejoint un petit peu la même idée. Mm. Il y a des variations dans les définitions, hein. Là, je me suis basé sur un ensemble de publications qui prenaient cette définition-là, mais il y en a d'autres. D'accord. Ça, c'est Une autre question qui vient de Gilles. Un logiciel écrit en COBOL dans les années 60 et qui consommait les faibles ressources disponibles à cette époque, si on le fait fonctionner sans modification sur un ordinateur actuel, serait plus économe qu'un programme rendant le même service mais utilisant les technologies d'aujourd'hui. tout à fait. C'est sûr à 100%.
Bien. Bon, tu confirmes donc ce que dit Gilles Carpentier. Merci Gilles. Je Bonjour. te, je te laisse continuer. Ok. Maintenant, je vais parler de la complexité. La complexité, du coup, qui est malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, enfin en tout cas inhérente à la notion de logiciel. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, d'une part, et puis d'essayer justement de donner des éléments de réponse pour essayer de la maîtriser mieux, voire de la diminuer. Donc, la complexité, d'abord, je pense on peut on peut la redéfinir sous l'angle de la loi de Moore et de la loi de Wirtz. Alors Wirtz, qui est, pour info, le créateur du langage Pascal, et qui a écrit en 1995, si je ne dis pas de bêtises, peut-être 96, un article qui s'appelle A Plea for Lean Software, parce qu'il était en train de remarquer que les programmeurs ne s'intéressaient plus à l'optimisation et à la simplification. Et donc, dans cet article-là, il explique son observation, qui est de dire, je constate que si les gens peuvent ne pas traiter l'optimisation et la simplification du logiciel, ils vont pas le traiter. Voilà, tout simplement. Donc c'est dans la nature humaine de repousser en fait ce problème-là. Et au final, si on a les moyens de ne pas le faire, on ne le fera pas. Donc ça explique aussi pourquoi les gens qui ont fait des programmes ou des langages, je sais pas, dans les années 80, de toute manière, ils ont été obligés de traiter un certain nombre de sujets. Et c'est forcément plus efficace que ce qu'on a fait après, puisque après, on avait plus de liberté, de capacité en ressources. Voilà. Et l'autre constat qu'il avait fait, c'est que si on peut gagner en productivité, en qualité ou en sécurité, quitte à utiliser plus d'énergie, on le fera aussi. Voilà. Donc, typiquement, par exemple, l'intelligence artificielle ou la blockchain, ou là, carrément, la blockchain, c'est carrément le ticket d'entrée pour la sécurité, pour faire de la transaction, c'est consommer de l'énergie. Donc après, une autre origine de la complexité et du coup du gâchis de ressources, on va dire, dans les logiciels, c'est qu'on a en fait ancré dans les mentalités depuis un certain temps le fait que l'économie de ressources, c'est potentiellement un danger. Alors, on peut citer quelques exemples qui expliquent en fait cette mentalité. D'abord, ce que vous devez savoir qu'Ariane 5 s'est planté au décollage à cause d'un dépassement, d'un overflow en fait, de calcul donc qui était encodé, la vitesse était encodée ou l'accélération était encodée sur un registre. Et il y a eu un dépassement qui a fait que le registre est repassé à 0 et Ariane 5 s'est cru à une vitesse nulle ou une accélération nulle, a dû compenser et c'est comme ça qu'elle s'est plantée. Donc si on avait encodé cette valeur-là sur un plus gros registre, on n'aurait pas eu le plantage d'Ariane 5. On a un peu le même exemple sur le bug de l'an 2000, où on avait très peur que ça plante parce que certaines dates, certaines années pouvaient être encodées sur deux digits, quoi. Et puis, plus récemment, on a eu l'exemple du big data et de l'intelligence artificielle, où à un moment, le mot d'ordre, c'était carrément de dire, on jette rien, on mémorise tout, on met tout dans des grosses bases de données, parce qu'on ne sait jamais, on pourra en avoir besoin plus tard, pour faire, par exemple, de l'intelligence artificielle, pourquoi pas, et entraîner des modèles. Et du coup, il y a quelques années, en tout cas, encore, le mot d'ordre, c'était que c'était pas grave si on gardait toutes les données dans les bases de données. Au contraire, c'était bien. C'était dangereux de les supprimer, à tel point que avec
les bases de données orientées documents et NoSQL, c'est pas du tout simple de supprimer de la donnée. C'est même interdit, dans le sens où il peut y avoir des références vers ces documents qui ne sont absolument pas réifiés, et que du coup, ça peut faire planter le système plus tard. Donc on est vraiment, depuis super longtemps dans l'industrie du logiciel, sur une logique de consommation de ressources, pas du tout sur une logique d'économie. Voilà, et donc bien entendu, tout ça est en plus dans un contexte de complexité naturelle, du fait que les logiciels évoluent sans arrêt. Ils évoluent pour plein de raisons, évidemment pour corriger des bugs, pour introduire de nouvelles features, de nouvelles fonctionnalités, pour faire des patchs de sécurité, parce que la sécurité a un énorme rôle à jouer, elle joue un énorme rôle dans la complexification des logiciels. L'évolution des besoins métiers et le besoin du travail collaboratif est extrêmement important aussi. On sait par exemple que on voit bien quand on crée un logiciel, que quand on le crée de manière autonome, enfin pour un seul utilisateur, on n'a pas du tout les mêmes problématiques que quand on commence à faire de la collaboration et quand on doit gérer les droits d'accès, la sécurité, l'accès distant à l'information, etc. Et là, ça devient tout de suite très compliqué. Voilà, ensuite, on fait évoluer le logiciel pour faire des optimisations, c'est très bien. Peut-être on le fait évoluer quelquefois de manière moins bien pour suivre l'effet hype, c'est-à-dire pour mettre en place le nouveau framework. Et ça, c'est souvent pas bien, parce que ça fait évoluer pour de mauvaises raisons. Ensuite, parce que justement les dépendances, c'est-à-dire les logiciels externes qu'on utilise vont monter en version. Tout ça, il faut les mettre à jour. Et puis aussi parce que les librairies et les environnements d'exécution sont dépréciés par les constructeurs, en fait, ceux qui les éditent, quoi, les éditeurs. Donc, pour de bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons, d'ailleurs. Alors, souvent, c'est pour de bonnes raisons, cela dit. Par exemple, si on prend l'exemple de jQuery, qui est une librairie très connue pour développer des applications web, ça a été déprécié parce que le navigateur a intégré en fait en natif des animations qui utilisaient le coprocesseur d'accélération graphique, processeur graphique, et qui du coup permettait de faire ces animations beaucoup plus rapidement et en consommant beaucoup moins d'énergie. Donc forcément, c'est bien d'enlever jQuery. Pareil pour Java.io, Java, l'ancienne librairie qui permettait d'accéder au disque et qui utilisait un cache mémoire pour optimiser, et qui est absolument plus nécessaire avec l'évolution des supports physiques, parce que les disques durs n'ont plus du tout les mêmes propriétés qu'avant. Et donc c'est pour ça qu'ils ont déprécié IO pour mettre en place la nouvelle NIO, une nouvelle librairie d'accès au disque. Voilà, et puis de manière naturelle, on a aussi ce qu'on appelle l'érosion d'architecture, hein, je vous laisserai regarder ça, et puis tout simplement aussi l'évolution des outils de développement naturels, donc des langages, des IDE, etc., qui obligent aussi les programmeurs à faire évoluer leur logiciel, quoi. Et donc là, et je suis sûr que j'oublie plein de facteurs, mais on voit bien en fait que on est dans un environnement qui est sujet à plein de stress différents, et qu'un logiciel à un instant T qui marche très bien va se retrouver obsolète, quoi, assez rapidement, sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément, c'est-à-dire des sujets liés à l'environnement. Voilà, c'est un peu comme quand on a construit la tour de Pise, voilà, on ne maîtrisait pas le fait que le sol était mouvant. Là, c'est pareil, il y a plein de choses qui bougent sans arrêt, quoi. Voilà. Alors, en règle générale, la complexité augmente de manière exponentielle avec le périmètre fonctionnel. Pourquoi? Parce que il y a des interdépendances du coup croisées entre les différents composants qui constituent le logiciel, les différents constituants.
et que ces interdépendances ne peuvent pas être maîtrisées de manière linéaire. Et donc, quand on rajoute par exemple un composant, il va interagir avec les N autres composants du logiciel. Donc, quand on rajoute une fonctionnalité, et ben, plus on a de fonctionnalités préexistantes, plus la complexité pour la mettre en œuvre va être importante. C'est malheureusement souvent comme ça, toujours quasiment. Donc c'est pour ça que la complexité évolue de manière exponentielle, et donc le coût de maintenance, et donc en général, l'efficacité énergétique, parce que plus on rajoute des choses, plus on va consommer des ressources, parce que la difficulté, c'est qu'on est souvent bien incapable de supprimer en fait le legacy, l'historique en fait de ce qu'il y avait avant, sous peine d'entraîner des problèmes, des régressions, etc. Et souvent, on a intérêt à tout réécrire d'ailleurs, plutôt que de rajouter des choses. Et donc justement, il y a, disons, on va dire, deux écoles qui s'affrontent pour maîtriser, enfin, pour gérer en fait justement les logiciels et l'édition de logiciels. Hein. Il y a une première école, on va dire, qui était symbolisée à l'époque par Microsoft, incarnée par Microsoft, où on disait, ben, on va assurer une compatibilité. Hein. Donc, comment on assure une compatibilité? Ben, on va en fait abstraire de plus en plus derrière des API stables le logiciel, et ça va mener en fait à des fatwares, des logiciels de plus en plus gros, mais qui vont assurer quand même une certaine compatibilité, c'est-à-dire que les documents Word, par exemple, continuent à être ouvrables dans les nouvelles versions de Word, évidemment. Et puis, il y a la réaction totalement inverse, qui consiste à dire, bah, finalement, on va tout réécrire à chaque fois, et on va rendre les logiciels incompatibles. Donc, typiquement, enfin, ça, c'est incarné par dans la semantic versioning. C'est des versions, en fait, il y a une majeure, une mineure et un patch. Le patch, c'est juste un petit fixe de bug. Mineur, c'est pas un changement breaking change, ça ne casse pas l'API. Et majeur, eh ben, on va être obligé en fait de réécrire en fait les programmes qui l'utilisent parce qu'il y a un changement d'API. Voilà. Et donc là, on est obligé de faire de la modernisation et de la réécriture de logiciels. Alors pour nous aider, ben, on a certains outils, hein, voilà, pour nous aider ou pas, d'ailleurs, quelquefois ça ne nous aide pas. Mais donc les outils pour maîtriser la complexité, ça va être les langages, la compilation, ça va être de pouvoir gérer les dépendances de manière plus efficace. Et puis enfin, d'un point de vue un peu plus macro, ça va être de faire de l'architecture et de la conception pour minimiser les dépendances, pour mieux les cloisonner, etc. Donc d'abord, petit slide sur les langages. J'en ai déjà parlé, du coup je ne vais pas trop en reparler, mais vous voyez que en fait, d'un point de vue énergie, la référence, c'est le C. Hein. Et vous voyez que Python se classe avant-dernier avec 75,88 fois plus d'énergie consommée que le C. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme levier d'optimisation en utilisant les bons langages. Par contre, évidemment, attention, ils ne font pas les mêmes choses d'une part, et d'autre part, les benchmarks qui sont utilisés ne sont pas forcément représentatifs, parce que là, typiquement, ce benchmark-là, qui donne ces résultats-là, c'est un benchmark orienté jeu, et bien entendu, Python, lui, son utilisation principale, c'est de traiter de la data. Donc, et si on essaie de faire le même programme qu'un programme Python qui traite de la data, qui entraîne un modèle de machine learning par exemple, en C, eh ben, c'est pas du tout la même rentabilité, quoi. Donc ça, c'est aussi des sujets qu'il faut prendre, enfin des considérations à prendre en compte.
Donc, comme je suis un petit peu en retard, je vais passer assez rapidement sur ce slide-là. Grosso modo, c'est un exemple d'école justement sur la complexité de gérer les logiciels. C'est vraiment le développement front-end web avec une succession au fil des années de hype qui sont démodés en quelques années, avec une hype en 2007 sur GWT, une hype en 2012 sur Angular, l'introduction de managers de version avec ES6, qui a mené à une autre hype avec les frameworks React, Vue, Angular 2, etc. Angular 2 étant totalement incompatible avec AngularJS, évidemment, donc obligation de réécrire. En 2020, on est sur un retour à moins en fait de framework. Mais combien de temps ça va durer c'est pas très clair. En tout cas, ça vous donne une idée en fait de la complexité de gérer en fait, des choix de conception logicielle dans un environnement web. Et donc là, j'en viens du coup à la gestion des dépendances, et en particulier à un gestionnaire de dépendances qui s'appelle NPM, qui permet justement, dans l'environnement web, de gérer ses dépendances. Et ça, c'est hyper intéressant parce que pour moi, c'est un cas d'école du paradoxe de Jevons, quoi. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un outil pour gérer des dépendances, mais que comme on a cette puissance-là, cet outil-là, on utilise de plus en plus de dépendances. Et comme on utilise de plus en plus de dépendances, eh ben, ça devient encore plus lourd que ça aurait dû l'être si on n'avait pas eu cet outil-là. Et donc moi, je préconise dans une démarche d'éco-conception de minimiser l'utilisation au gestionnaire de dépendance, voire carrément de ne pas utiliser de gestionnaire de dépendance, alors que c'est la préconisation du développement web actuel. Alors pour vous illustrer ça, je vais vous faire tourner un petit exemple. Si j'arrive à le lancer. C'est un outil qui permet de visualiser les dépendances NPM des librairies. Et là, en fait, je l'ai lancé sur un framework qui s'appelle Gatsby, version 4.0, qui est un des composants de React. React étant très connu. Et là, en fait, il est en train de me calculer toutes les dépendances directes, bien sûr, donc ça, c'est pas un problème, mais surtout les dépendances indirectes. Et donc, je vois que juste en utilisant ce framework-là, il y a quelqu'un qui a mis son micro. Oui, je suis en train de le chercher pour enlever le micro. Désolée. Donc, on voit que juste en utilisant ce framework-là, ce framework Gatsby, eh bien, je suis en train d'utiliser par effet indirect tout un tas d'autres frameworks, et tout un tas d'autres librairies. Donc ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème parce que on peut finir par télécharger la terre entière pour faire coucou dans un site web. Voilà, là, mon ordinateur est en train de commencer à ramer. Il est passé en mode ventilation parce qu'il consomme beaucoup d'énergie. Voilà, donc c'est vraiment hyper important d'avoir ça en tête. On pense que la gestion des dépendances automatisées, c'est la panacée, mais il faut, voilà, c'est ce que ça donne au final quand on a fait tourner suffisamment longtemps. Donc il y a 15 000 dépendances indirectes. Voilà. Est-ce qu'on a des questions à ce niveau-là? Non, il n'y a pas de questions. Du coup, je te propose de continuer. On prendra peut-être les questions à la fin. Ouais, on va faire comme ça. Je vais essayer de terminer assez rapidement. Je me suis fixé un objectif à 19h30, dernier délai, quoi. Ok. Du coup, j'aimerais apporter quand même quelques éléments qui permettent d'avoir des solutions, enfin
d'envisager des solutions. Et pour ça, en fait, j'aimerais vraiment insister sur le fait que l'architecture est fondamentale. C'est-à-dire la manière dont on construit un logiciel va vraiment impacter très fortement dans le cycle de développement de manière durable. Donc chaque architecture va avoir des propriétés intrinsèques qui vont être très très différentes en termes de durabilité, de performance et d'utilité, etc. Donc on peut comparer ça à l'architecture dans la construction. Hein, toute architecture va avoir ses propres propriétés. Et les conséquences négatives de choix architecturaux inappropriés augmentent aussi exponentiellement avec le périmètre fonctionnel. Donc ça, quiconque a développé un logiciel sur plusieurs années sait qu'une petite erreur initiale, par exemple dans le système d'authentification, va avoir des impacts en fait, transverses sur l'ensemble du système et il va y avoir une problématique de dette technique qui va être souvent impossible à combler. Alors, il y a un certain nombre du coup de propositions pour essayer d'améliorer la situation. En particulier, l'architecture hexagonale et le domain-driven design en font partie. Ce qui est très intéressant avec l'architecture hexagonale et le DDD, c'est qu'on part du principe que le centre du programme est le code métier. Et le reste autour, qui sont les dépendances techniques, on va faire en sorte d'inverser les dépendances, c'est-à-dire que le métier ne dépend jamais directement de ses dépendances techniques. C'est-à-dire que le métier ne connaîtra pas, par exemple, la base de données qui va être utilisée pour stocker les données. Elle ne connaîtra pas l'API du réseau pour communiquer, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'architecture hexagonale. Et puis, du coup, moi je lis ça énormément aux microservices parce qu'on va pouvoir en fait créer ce qu'on appelle des bounded context en DDD, donc c'est-à-dire des éléments métiers réutilisables et qu'on va pouvoir encoder dans des microservices et assembler. Voilà. Le revers de la médaille, puisqu'il y a toujours des effets paradoxaux, c'est qu'il va falloir créer des pipelines de CI/CD extrêmement coûteux. Et ça, c'est pas encore très clair. Il faut avoir du recul pour savoir si la balance globale va être positive ou pas. Donc si je résume un petit peu ça dans ce slide-là, on est sur une approche qui consiste à casser en fait des composants fonctionnels indépendants, de manière à ce que on n'atteigne pas en fait le moment où dans l'exponentiel, la gestion de la complexité et du coût des ressources va devenir totalement ingérable. Donc on reste en fait en bas de l'exponentiel et après on va assembler en fait ces services-là. Et le pari de cette proposition-là, c'est que l'assemblage va être moins coûteux finalement que de rester sur l'exponentielle dans une approche monolithique. Voilà, et j'aimerais aussi parler d'un autre type d'architecture qui s'appelle le local first, que je suis en train de pousser, d'expérimenter pour mes projets personnels. Hein. Le local first, c'est quoi? Enfin, ça part en fait du principe qu'il faut éviter à tout prix d'utiliser trop les communications parce que ça coûte très cher en termes de ressources. Ça coûte cher en termes de temps, évidemment. On voit un graphe à côté sur la latence des différentes communications, différents points du monde. Hein. Mais ça coûte cher du coup en ressources. Et du coup, le local first propose de développer l'application en local, comme si elle était mono-utilisateur, et puis de s'appuyer en fait sur un protocole de synchronisation et de data sharing pour implémenter le fait que la data va être accessible sur différents devices et le fait que la data va être partagée avec d'autres utilisateurs. Et donc, ce qui est très intéressant dans cette approche-là, c'est d'abord que le réseau est optionnel. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser le réseau. On peut travailler complètement en local, donc économiser un certain nombre de choses. On va du coup mieux utiliser les ressources des différents devices, puisque de toute façon, elles sont là. Quand on a un téléphone,
on a un CPU à dispo, autant l'utiliser, plutôt que d'aller forcément solliciter un serveur. Donc tout ça fait que c'est une approche qui est intrinsèquement éco-responsable, enfin potentiellement éco-responsable, puisque toujours les usages qui vont dire si ça marche. Et le dernier sujet qui est intéressant, c'est que chaque utilisateur va rester maître de ses données, c'est-à-dire que comme on travaille d'abord en local, on va en fait avoir ces données complètement en local et grâce à un protocole de synchronisation, on va les partager. Et ça veut dire que cette donnée va être dupliquée sur un ensemble de devices qui fait qu'on aura d'abord la sécurité, parce que toutes ces données peuvent être cryptées évidemment, et on aura aussi la possibilité, comme cette donnée va être naturellement répliquée, de ne pas trop forcer au niveau de la sécurité, au niveau des data centers. Sécurité qui coûte très cher. Alors du coup, on perd un petit peu l'aspect mutualisation, mais on gagne en distribuant mieux les données et les traitements au niveau des ressources qui de toute manière sont disponibles. Donc c'est une piste intéressante pour améliorer un certain nombre de choses. Voilà, je vous ai fait un petit dessin là de l'architecture classique client-serveur vs l'architecture local first. Et puis ça, j'ai déjà expliqué, je vais passer puisqu'on est un petit peu en retard. Voilà, je regarde, oui. Je vous fais juste une petite démo rapide d'une application local first, en espérant qu'elle marche à peu près du premier coup. Donc voilà, c'est une application, qui permet de noter ses enfants pour leur dire s'ils ont bien travaillé ou s'ils ont été sages. Donc c'est une application toute bête. Je peux créer un enfant. Là, j'ai 2. Et après, j'ai des points là que je peux attribuer. Donc je vais dire que mon kid 1, il a 3 points. Le kid 2, il a 2 points, etc. Voilà. Et tout ça, en fait, est complètement local au navigateur et marche de manière autonome. Et donc, l'idée, c'est que je vais pouvoir... Je vais utiliser un autre navigateur où j'ai du coup une autre instance de l'application et où je suis connecté avec un autre utilisateur. Vous voyez, là, j'ai un compte, c'est mon compte personnel Gmail. Puis ça, c'est un autre compte qui est le compte de ma société. Et donc, vous voyez qu'ils n'ont pas les mêmes données. Et je vais pouvoir, en fait, faire du sharing de données. Donc, par exemple, si je veux noter mes enfants et partager ça avec ma femme, par exemple, voilà, je vais pouvoir aller dans l'onglet sharing et je vais dire, je vais sharer ma donnée avec Cinchio.software. Et de l'autre côté, je vais pouvoir dire, alors attends, parce que là, je suis pas ressenti. Je vais pouvoir dire, je veux en fait que les données que j'accepte ne soient pas les miennes, mais ce soient celles qui m'ont été partagées par Renaud Pavlak@gmail.com. Voilà. Et donc, tout de suite, on voit que mes données en local sont en fait remplacées par les données qui ont été partagées par l'utilisateur ici. Voilà, et si je donne des points à Guillaume, par exemple, voilà, et que je fais un 5, je retrouve les points ici. Okay. Donc derrière, on a un protocole de synchronisation et de sharing de données qui s'avère être générique. C'est-à-dire que quand je fais ça, j'économise en fait l'utilisation d'un back-end spécifique pour cette application-là, puisque je n'utilise qu'un back-end générique. Et donc, je vais aussi économiser l'utilisation d'une CI/CD spécifique
et d'un déploiement spécifique pour cette application-là côté back-end. Donc l'économie est considérable si on la regarde d'un point de vue CI/CD. Et complexité aussi. Voilà. Voilà, pour finir, quelques préconisations. Donc d'abord, prendre la mesure du challenge. Hein. Je pense que vous avez tous compris que c'est un problème compliqué. Il y a beaucoup d'effets transverses, inattendus, d'effets contradictoires et paradoxaux. Il y a des enjeux à tous les niveaux. C'est-à-dire que si le métier, la politique, la direction ne sont pas impliqués, c'est compliqué de réussir à mettre en place du numérique responsable. Voilà. Alors, je vous conseille d'aller voir, bien sûr, le référentiel de la conception numérique responsable qui vient de sortir. C'est pas moins de 495 recommandations à suivre, autant d'un point de vue gestion de projet que d'un point de vue technique et que d'un point de vue pilotage. Et donc, ça reflète bien, du coup, 495 recommandations quand même, la complexité inhérente à ce sujet. Les pièges à éviter, on ne le dira jamais assez, mais attention à l'électricité décarbonée. C'est pas parce qu'on consomme de l'électricité décarbonée qu'on est éco-responsable. Parce que si on consomme de l'électricité, ça veut dire qu'on consomme de l'énergie, ça veut dire qu'il faut bien fabriquer des choses, etc. etc. C'est par effet de bord. Donc l'électricité décarbonée, c'est un leurre. Voilà. Il faut consommer moins, c'est tout. Voilà, ensuite, attention aux référentiels et aux benchmarks. On a déjà parlé pour les langages. Un benchmark n'est pas forcément représentatif, il faut qu'il soit représentatif, mais dans un usage particulier. Donc, il faut continuer à mesurer régulièrement, et dans une démarche itérative, l'énergie qu'on utilise à chaque version pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème ou de régression d'un point de vue énergétique. Évidemment, attention au greenwashing et à l'évaluation non globale des impacts. Moi, ça m'amuse toujours quand je lis sur la trottinette à Paris, votre trajet est sans émission de CO2. Ah, super, ouais. Bah, évidemment, ouais. Mais le reste, quoi. Voilà. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la décroissance. La décroissance, ça veut juste dire qu'il faut sortir de la logique de volume et de croissance. Il n'y a rien de terrible à ça. Ça veut dire qu'on peut faire plus de qualité, plus de durabilité, et s'appuyer sur des valeurs qui sont plus liées à la confiance et au renouvellement de la confiance des utilisateurs, plutôt que d'être dans une logique de croissance qui va du coup impliquer de l'obsolescence programmée, typiquement, pour justement vendre encore plus. Et donc, comment faire pour réussir à mettre ça en place? Je pense qu'il faut réussir à valoriser, d'une part, l'optimisation ou l'efficience énergétique, hein, et d'autre part, l'utilité de ces services, des services d'éco-conception, éco-conçus. Donc j'essaie de donner quelques pistes, mais valoriser l'optimisation, j'ai donné des exemples hein, avec Facebook qui réussit à diviser par 2 sa consommation énergétique. Mais l'UX utilisateur est aussi quelque chose d'intéressant parce que si on a des applications plus frugales, ils peuvent être aussi plus rapides et plaire aux utilisateurs en termes de confiance, ça peut aussi jouer sur l'adoption et ce genre de choses. Voilà. On a parlé des réseaux sociaux rapidement tout à l'heure. Je vous conseille un très bon bouquin qui s'appelle La civilisation du poisson rouge et qui parle justement du fait que les réseaux sociaux sont construits sur une logique d'attention limitée en fait, des personnes qui les utilisent et de renouvellement constant de l'information pour donner une impression de nouveauté permanente. Ce qu'on pourrait appeler l'obsolescence programmée de l'information, en fait. Et donc, il faut arrêter, en fait, maintenant, en 2021, là,
de valoriser en fait l'utilité d'un service par rapport à un nombre d'utilisateurs actifs. Typiquement, par exemple, Facebook, c'est super, il y a des milliards d'utilisateurs, mais en termes d'utilité pour la société, c'est quoi? C'est ça qui est super important à valoriser, quoi. Donc le critère de valorisation basé sur le volume ou la croissance ne doit plus être le critère principal. Sinon, on retourne dans des logiques d'obsolescence programmée. Voilà, donc il faut revenir à une logique de qualité, de sobriété, de durabilité. C'est ce qu'on appelle la décroissance, mais en fait, on n'est pas obligé de dire ce gros mot, hein. C'est juste une logique économique différente qui déjà a fait ses preuves et a été utilisée par un ingénieur allemand qui s'appelle Dieter Rams, qui est pour beaucoup dans le succès de l'Allemagne en termes de production et voilà, on connaît le succès de l'Allemagne de ce point de vue-là. Et je vous conseille d'aller lire ces 10 principes pour le good design qui peuvent tout à fait s'appliquer au logiciel et qui vraiment insistent sur la notion de durabilité, de simplicité et de sobriété des designs. Voilà. Et donc, si on peut revenir sur une logique basée plus sur la confiance, ça permettra aussi d'avoir l'adoption des utilisateurs et du coup, par exemple, d'avoir du revenu plus récurrent sur un certain nombre de produits plutôt que de faire du volume, quoi. Voilà, je vous mets un petit slide de synthèse. S'il y a quelques questions, on a peut-être encore un petit peu de temps pour les prendre. Très bien, merci Renaud. Oui, il y a quelques questions. Alors, tout d'abord, il y a Mathéo Ponce qui partage une référence concernant le Local First. Merci. Je te laisserai regarder la référence. Peut-être que tu la connaissais déjà. Une question de Daniel. Avez-vous une recommandation de livre sur le numérique responsable, le calcul de l'empreinte carbone de service? Alors, peut-être l'inverse. Je conseille de lire, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez L'Enfer du numérique, où il y a tout un tas de choses assez intéressantes qui sont expliquées. Commencer par là, et puis après, sur le numérique responsable, de livres, j'en ai pas en tête, mais je suis sûr qu'il en existe. Et il faudrait que je les achète pour ma bibliothèque, d'ailleurs. Très bien. Il y a une autre question. Alors, pour l'électricité, alors attends, il y a des choses qui arrivent en même temps. Il vaut mieux un data center en France plutôt qu'aux US? Non? Je pense que la réponse, c'est oui. Pourquoi? Pour quels critères? Alors justement, enfin, je pense que c'est pour l'économie. Enfin, ceci dit, Anne, si vous pouvez prendre le micro pour pouvoir préciser votre question. Oui, en fait, bon, elle est un petit peu orientée, ma question, parce que moi, je travaille à EDF. Donc, vous avez parlé que l'électricité bas carbone est un leurre, mais quand même, si on a le choix d'implanter un data center en France ou aux États-Unis, l'électricité n'est pas la même. Après, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, bien évidemment, sur le trafic de données. Et puis, l'idée, c'est aussi d'installer les data centers là où il fait naturellement froid, de façon à éviter de climatiser tout ça. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte, mais je pense que l'électricité aussi, c'est quand même important. Ouais. Oui, alors, moi, de toute façon, je pense que d'un point de vue, en tout cas, urgence climatique, il vaut mieux très nettement utiliser de l'énergie, enfin de l'électricité décarbonée, hein. On a très peu de temps pour réagir face à l'urgence climatique, hein. Si les modèles sont exacts, on est très très mal. Et donc, ouais, j'ai envie de dire, en tout cas pour le court terme, c'est une solution qui est une bonne solution. Sur le long terme, je pense qu'il va falloir que de toute manière, on passe dans une logique de décroissance. Voilà. Comme je l'ai dit, je ne le redirai pas. Parce que sinon, de toute manière, que ce soit nucléaire ou pas nucléaire, ou décarboné ou pas décarboné, on va détruire la planète. Voilà. Merci Renaud.
Alors, il n'y a pas d'autres questions. Du coup, moi, j'ai une petite dernière question parce qu'en fait, tu parles des enjeux qui touchent tous les métiers politiques, etc. Et en fait, il y a, pour la protection des données, ben, on sait qu'il y a un nouveau métier hein, qui est apparu et qui devient même obligatoire dans toutes les entreprises, c'est le DPO. Est-ce que tu penses qu'il faudrait créer un métier obligatoire aussi dans les entreprises et qui soit responsable de voir l'empreinte du numérique, enfin, environnementale, pardon, des logiciels, du numérique en général? Oui, oui. Alors oui et non, mais effectivement, j'ai vu passer cette proposition d'ailleurs sur LinkedIn à un moment, mais en bon poisson rouge, j'ai complètement oublié qui avait fait cette proposition. Mais ça serait sûrement une bonne idée et à la fois c'est encore plus complexe que la GDPR à mettre en place. Et de toute manière, ça doit venir de tout le monde, quoi. Par contre, c'est vrai que disons qu'il faut il faut l'adhésion de la direction si on veut pouvoir faire de l'éco-conception du numérique responsable. Et donc, une seule personne qui a la patate chaude dans la direction, ça ne suffira pas pour avoir une vraie adhésion, quoi. Donc, pour moi, c'est toute la direction qui doit être éco-responsable. Voilà. Faute de mieux, on peut toujours nommer quelqu'un, mais je ne sais pas si ça suffira. De toute façon, je sais, enfin, j'ai vu passer qu'en ce moment, il y a des textes qui sont étudiés là au Sénat sur l'empreinte environnementale du numérique. Donc, c'est des sujets qui sont en cours et qui sont étudiés. Oui, on est très en avance. En Europe, en France, on est très en avance sur ce sujet-là par rapport au reste du monde, donc c'est plutôt une Oui. bonne. C'est un problème mondial. Donc, bon. Bien, on touche à la fin du séminaire. Je te remercie vivement, Renaud, pour ta disponibilité, pour ta présentation très inspirante et qui nous pousse à réfléchir en tant qu'informaticien, à bien réfléchir à la conception et à l'architecture logicielle qui soit la plus responsable possible. Je remercie également hein, tous les participants qui nous ont rejoints en soirée et comme voilà, et j'espère que cette présentation leur a plu. En tout cas, c'était très interactif. Je vois qu'il y a encore des messages qui arrivent. En tout cas, comme j'ai dit au début de ce séminaire, nous organisons de façon mensuelle des sujets qui nous concernent tous, hein, en tant que citoyens. Et le prochain aura lieu donc au mois de novembre et portera vraisemblablement sur le numérique et la santé, et plus précisément sur les enjeux, répercussions et cadres éthiques relatifs à l'intelligence artificielle en médecine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre hein, les actualités de nos séminaires et de se joindre à nous. Merci beaucoup, Renaud. Merci Raja, merci à tout le monde pour votre disponibilité à cette heure tardive. Et on va aller faire dîner les enfants. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon dîner. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.